Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, Djibouti participe aux travaux de l'Assemblée générale de la Banque internationale et du FMI au Maroc. Toujours dans l'actualité nationale, lancement de la campagne de plantation d'arbres. Et enfin, au Nigeria, des centaines de bandits tués dans des frappes aériennes. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais, la grande messe internationale des assemblées annuelles du groupe Banque mondiale et du FMI a ouvert ses portes à Marrakech dans un décor fastueux. Une véritable constellation de stars de la finance et de l'économie mondiale était présent pour l'événement. Ce rendez-vous de l'élite financière et économique a attiré des éminences de 190 pays et même une délégation de Djibouti qui a fait part à cette grande messe mondiale. L'objectif de cette réunion grandiose était de clamer haut et fort l'urgence d'une réforme du multilatéralisme tout en évitant de froisser les fondements de la coopération mondiale. Les bouleversements économiques, sociaux et politiques récents ont mis en lumière la nécessité de moderniser les institutions et les règles régissant le multilatéralisme face à ces défis de taille. Le consensus général fait de prôner des solutions à l'échelle mondiale dans un esprit d'unité, de respect mutuel, tout en mettant en avant l'enrichissement qui procure la diversité, gardant un œil sur les particularités de chaque pays et de chaque région. Enfin, l'importance de repenser et d'améliorer le système financier mondial pour rendre plus équitable et inclusif a été souligné. Les assemblées annuelles ont été désignées comme l'endroit idéal pour un débat constructif sur cette refonte et une vraie réunion de stars. Eh bien, après la séance plénière de l'Assemblée du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyes Moussa Douali, a pris part au forum du Small States. Au cours de ces discussions, était au cœur des débats la mise en place d'un amélioré pour la résilience des petits États. Le Forum des petits États est bien plus qu'une simple rencontre internationale, c'est une plateforme essentielle pour un dialogue de haut niveau où les petits États partagent leurs préoccupations en matière de développement. Avec les 50 membres au total, dont 42 pays considèrent comme des petits États par la Banque mondiale, c'est-à-dire avec la population de 1,5 million d'habitants au moins. Ainsi, 8 autres membres dotés d'une population supérieure de 1,5 million, mais partagent des défis similaires et une force à part entière. Le ministre de l'économie et des finances a mis en lumière les vulnérabilités de Djibouti, ces petits pays nichés dans la Corne d'Afrique, une région instable et frappée de plein fouet par des catastrophes climatiques ayant entraîné le déplacement des millions de personnes. Il a appelé les partenaires présents à prendre pleinement conscience de ces vulnérabilités et à œuvrer main dans la main pour y faire face. Le futur de Djibouti et d'autres small states dépendent de cette solidarité internationale pour relever les défis qui se dressent devant eux. Eh bien, je vous le disais dans le titre, on reste toujours au Maroc pour concrétiser les ambitions de développement. Eh bien, les ministres de ces 48 pays africains préconisent le renforcement du climat, des affaires, l'amélioration de la gouvernance climatique, mais aussi le financement du développement infrastructurel. Plein fouet, frein au développement sur le continent, il s'agit de quelques points issus de la déclaration de Marrakech, adoptée en termes de la réunion ministérielle tenue le 12 octobre dernier. Au Maroc, en marge des assemblées annuelles des Fonds monétaires internationaux et du groupe de la Banque mondiale, œuvrer pour une co-émergence durable africaine tirée par des investissements infrastructurels, intensifier les efforts communs pour renforcer le climat des affaires, pour encore encourager la mise en place d'un modèle de gouvernance climatique dans un esprit de coopération. Voilà les quelques axes d'engagement en faveur de l'accélération de l'émergence continent africain issu de la déclaration de Marrakech adoptée le 12 octobre 2023. Réunis dans le cadre d'une réunion ministérielle de haut niveau portant sur l'accélération du financement de l'émergence africaine, 48 ministres africains ont retiré l'impérieuse nécessité de s'engager à la réalisation des priorités de croissance du continent, qui respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale des États africains, contribuer à l'épanouissement de ces populations. Les déficits infrastructurels est un frein pour les ambitions de développement et d'intégration des pays africains. Selon des estimations, la Banque africaine de développement, il faut
entre 1 à 1,5 milliard de dollars annuels pour répondre aux besoins des infrastructures vitaux au développement de l'Afrique. Les décideurs africains s'engagent en faveur du Task Force interafricaine qui sera mise à la disposition des pays du continent pour la mise en commun des bonnes pratiques, des expériences dans les métiers du développement et du financement des infrastructures en Afrique. Retour à Djibouti, où je vous dis dans le titre, le préfet de Djibouti, M. Abiseki, a lancé la campagne de plantation d'arbres dans la capitale. Une campagne menée en collaboration avec les communes et la participation des habitants des différentes artères. Au total, des 100 arbres ont été plantés ce matin sur les artères principales de la capitale, en collaboration avec les communes. En effet, les travaux préalables ont commencé depuis jeudi, conformément aux aboutissements de la réunion de la veille tenue à la primature. Et depuis, le sous-préfet des arrondissements travaille d'arrache-pied et poursuit les travaux avec les présidents des communes pendant 3 jours consécutifs. Les voies et moyens nécessaires ont été mobilisés par la préfecture de Djibouti-Ville pour mener à bien les opérations de plantation de ces 200 arbres. Rappelons que ces opérations de plantation ont effectué comme suite. 30 arbres ont été plantés aux alentours du terrain Aoulet dans la commune de Razdika. 100 arbres ont été plantés dans la commune de Boulaos, dont 50 à l'avenue Nasser, 50 sur la route de Nelson Mandela, 70 arbres ont été plantés sur la route d'Oralé dans la commune de Belbela. Et en ce jour-ci, près de la sous-préfecture des préfets d'arrondissement et les présidents de 3 communes ont procédé à la plantation de 200 arbres sur les artères principales, sous la supervision et la direction de la préfecture de Djibouti-Ville. Par ailleurs, il est important de rappeler que cette campagne s'inscrit dans la droite ligne du programme de plantation des arbres initié sur l'ensemble du territoire national et vise avant tout l'embellissement des agglomérations urbaines et notamment de la capitale. Pour la ville de Djibouti, elle constitue un début de campagne qui sera étendu sur l'ensemble des artères principales, espaces publics. Écoutons-le Sur maintenant. l'instruction du gouvernement, la préfecture de la ville de Djibouti a lancé une opération en collaboration avec les 3 communes de la capitale, une opération de plantation dans les principales artères de la capitale. La préfecture a mobilisé tous ses moyens humains et matériels durant 3 jours consécutifs, c'est-à-dire depuis le jeudi 12 octobre jusqu'à aujourd'hui, samedi 14 octobre. L'opération a été une réussite. Nous avons planté 30 arbres à la commune de Rastika, Terra Olet, l'ancien héliport. 100 arbres ont été plantés dans la commune de Boulos, c'est-à-dire 50 arbres ont été plantés dans l'artère principale dénommée route Nelson Mandela et 50 autres sur l'avenue Nasser. Les 70 autres qui restaient ont été plantés sur la route de Doralé. Cette opération va se poursuivre dans les prochains jours pour embellir la capitale et aussi rendre la capitale une capitale verte. Eh bien, santé à présent, où le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé un important atelier de validation de l'enquête biocomportement sur séroprévalence du VIH-Sida concernant les populations de Djibouti-Ville et des populations vivant dans les 5 régions de l'intérieur. La présente enquête de surveillance biologique et comportementale du VIH et de la syphilis a été réalisée sous l'égide de la direction du programme de santé prioritaire et du programme de lutte contre le sida du ministère de la Santé avec l'appui du PNUD et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ainsi, cette rencontre a vu la participation des différents responsables des programmes de santé prioritaires du ministère de la Santé, les responsables des services de santé des corps constitués, armée nationale, la gendarmerie et la police, les réseaux de personnes vivant avec le VIH-Sida à Djibouti ainsi que les représentants de la société civile. La République de Djibouti constitue un carrefour commercial et civilisation. La population n'est pas sans risque de transmission des maladies infectieuses, en général du VIH en particulier. Et c'est dans ce cadre que le département de la santé, par le biais du programme de lutte contre le sida, a entrepris de réaliser une investigation biologique et comportementale de la population et plus particulièrement de la population clé et vulnérable. Par ailleurs, l'enquête a permis de décrire les profils socio-démographiques des personnes les plus risques, à d'évaluer les connaissances et les attitudes des comportements à risque, déclarer face au VIH, au l'IST, le sida, identifier les besoins des populations clés en matière de prévention et de prise en charge, déterminer les séroprévalences du VIH, de la syphilis, mais aussi définir un profil type de la vulnérabilité du VIH et au IST, estimer les tailles des populations.
On reste toujours dans le domaine de la santé ou dans le cadre de l'organisation de la quatrième campagne de pulvérisation intra-domiciliaire de la commune de Boulahaus. Le ministère de la Santé, par le biais de la direction du programme de santé prioritaire, a lancé simultanément les formations des techniciens du ministère de la Santé et celles des acteurs mobilisateurs. À l'approche de la saison fraîche, la tenue de ces activités sonne dans le coup d'envoi d'une vaste campagne de pulvérisation intra-domiciliaire qui sera menée dans le cadre de la lutte antivectorielle dans les quartiers populaires, en particulier dans ceux qui qualifient à haut risque palustres. C'est au total 60 techniciens du ministère de la Santé et une centaine de mobilisateurs sociaux qui ont bénéficié du 8 au 12 octobre d'une formation sur la pulvérisation intra-domiciliaire. Il s'agit là de la quatrième campagne que le département de la santé a réalisée depuis l'introduction de cette nouvelle technique de lutte antivectorielle qui a déjà fait ses preuves, dont l'efficacité a été attestée et reconnue par les communautés elles-mêmes. En effet, dans un premier temps, cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire va concerner les quartiers ciblés comme étant des zones à haut risque palustre avant de s'étendre vers les autres communes de la capitale et dans les prochaines années. Autre actualité nationale, l'amphithéâtre de l'inspection générale française de l'éducation, du sport et de la recherche à Paris a hébergé hier une rencontre avec le premier groupe d'étudiants CGPE du lycée d'excellence partis en stage d'immersion dans les classes préparatoires des lycées Louis-le-Grand à Paris, Camille Guérin et Poitiers et Henri Poincaré de Nancy. Cet important événement organisé sous un format présentiel et virtuel s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale djibouto-française et le développement de CGPE du lycée d'excellence. Il a mobilisé côté djiboutien l'ambassadeur de Djibouti en France, le secrétaire général du MENFOP, l'inspection générale et le lycée d'excellence, et côté français, l'inspection générale, les responsables et délégations de hautes relations européennes, internationales et la coopération, les délégations régionales, les académiques, aux relations européennes et internationales et à la coopération représentant des lycées partenaires djiboutiens et français. L'événement s'est tenu sur une cérémonie de signature de convention de partenariat entre le lycée Henri Poincaré à Nancy et le lycée d'excellence, concluant ainsi le partenariat avec les 3 lycées partenaires au lycée d'excellence. Pour M. Marquez, sous-directeur des relations internationales et la mise en place des CPE par le MENFOP, en même temps, record, force l'admiration et traduit tout l'engagement de la volonté des autorités djiboutiennes pour mener à bien ce projet. L'inspection générale française qui a organisé cet événement était largement représentée par Mme Sophie Tardy, inspectrice générale et responsable du pôle des affaires internationales, et qui a coordonné l'organisation de l'événement et a souligné dans un mot d'accueil le caractère inédit de ce stage d'immersion de cette rencontre des jeunes étudiants avec le IG français qui a qualifié de grande première. L'ambassade de Djibouti en France, représentée par son premier conseiller, a salué cette belle coordination, exprimé le souhait que cette collaboration entre les 2 ministères puisse permettre la poursuite d'études de ces étudiants, ainsi dans le cadre des écoles françaises. Eh bien, le secrétaire général du MENFOP et l'inspectrice générale ont rappelé l'importance que revêt les GPE pour la République de Djibouti. Ils ont renouvelé leurs remerciements aux responsables du ministère français de l'Éducation pour tout l'accompagnement apporté dans la mise en place de cette filière d'excellence. Dans son intervention, le proviseur du lycée Henri Poincaré a salué les efforts et les apports et la richesse des interactions avec les étudiants djiboutiens, leur maturité, leur capacité d'adaptation. Pour sa part, le coordinateur de l'école d'excellence, l'inspecteur doyen Cheikh Mohamed, a exprimé toute sa reconnaissance aux proviseurs qui ont réservé un accueil chaleureux et fraternel aux étudiants dans leur établissement respectif. Il a salué leur engagement et leur disposition collaborative qui ont fait de ce stage un véritable succès. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre du programme de l'accord de facilitation des échanges du SIC, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec l'Organisation du Commerce, sous son acronyme l'OMC, a organisé un atelier d'auto-évaluation au titre de l'AFE qui a débuté le 8 octobre et qui a duré jusqu'à jeudi dernier. Cet accord était entré en vigueur en février 2017, vise à simplifier et harmoniser les procédures douanières administratives à l'échelle mondiale. Son objectif ultime est de réduire les coûts et les délais associés au commerce international, facilitant ainsi la
circulation rapide et efficace des marchandises à travers les frontières. Cette réduction des obstacles au commerce est essentielle pour la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable de notre région en général et de notre pays en particulier. Était présent à cette importante réunion le ministre du Commerce, M. Mohamed Ouassama Delouigné, le président de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, le secrétaire général du ministère du Budget, ainsi que des experts de l'OMC et les membres du Comité national de facilitation des échanges. Des échanges entre les États membres du COMESA. Et naturellement avec la vision globale des accords de l'OMD et de l'OMC. Dans son discours, il a souligné que l'accord sur la facilitation des échanges constitue l'une des priorités de la politique commerciale de la République de Djibouti et la réussite d'une telle activité jouera un rôle essentiel par rapport aux engagements pris au niveau régional et continental. L'objectif de cette mission, c'était à la demande de la République de Djibouti afin de pouvoir mettre en œuvre l'accord sur la facilitation des échanges, qui est un accord très important, un accord que Djibouti a ratifié. Mais dans le processus de la mise en œuvre de cet accord, il est prévu que des pays qui le demandent puissent bénéficier de l'assistance de l'OMC. Djibouti a demandé notre assistance pour la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, des mesures que nous appelons les mesures de la catégorie C. Donc, durant ces 5 jours de travaux, vraiment, toutes les parties prenantes étaient là, la douane, le commerce, l'environnement, les services phytosanitaires, zoosanitaires, tout le monde vraiment était autour de la table pour qu'ensemble on puisse voir quels sont les besoins de Djibouti pour pouvoir mettre en œuvre ces 22 mesures de la catégorie C de l'accord de la facilitation des échanges. Franchement, il faut féliciter toutes les parties prenantes qui étaient là. Le travail vraiment été un travail formidable. Les résultats sont appréciables et donc Djibouti pourra tranquillement alors notifier les mesures de la catégorie C très bientôt. Autre actualité dans ce 22h, dans ces 15h plutôt, le colonel Waas Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a participé à la 3e édition du Forum sur la sécurité du tourisme dans le monde arabe, organisé par le ministère de l'Intérieur du Qatar. Cette réunion a permis à tous les acteurs du secteur touristique dans le monde arabe de partager leur expérience en matière de sécurité du tourisme dans le but de soutenir le développement de ce secteur qui représente une opportunité pour la croissance économique. Le colonel Waas Omar Bokoré a eu l'occasion durant ce forum de rencontrer et de s'entretenir avec son excellent Bander bin Fahad Al-Fouid, président de l'organisation du tourisme arabe, en marge de sa participation à ce forum. Le commandant et la garde-côte a saisi cette occasion, opportunité de sa présence au Qatar pour rencontrer en compagnie l'ambassadeur de la République de Djibouti au Qatar, M. Daïb Doubed Roble, deux hauts responsables qatariens. Le colonel Waas Omar Bokoré a pu discuter avec le général de division Nasser Jabr Al-Mu'mi, directeur général des gardes-côtes de la sécurité des frontières du Qatar, en mettant l'accent sur le renforcement de la collaboration, de la coopération entre les deux institutions. Les domaines clés de la coopération identifiés incluent le partage d'expertise, d'expérience et la formation. De plus, le commandant de la garde-côte djiboutienne a eu des entretiens avec le général de division Abdallah bin Hassan, commandant des forces maritimes du Qatar, au cours duquel les deux parties ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la sécurité maritime et de la coopération entre les institutions respectives. Le colonel Waas Omar Bokoré a exprimé sa sincère gratitude à l'ambassadeur de la République de Djibouti au Qatar, M. Daïb Doubed Roble, pour sa contribution au succès de la visite du commandant de la garde-côte au Qatar. Retour à Djibouti, où la salle de conférence du conseil régional d'Arta a abrité du 5 au 6 octobre un atelier de formation en gouvernance associative et gestion des projets et développement local sous le haut patronage du président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bouh, en présence du président de l'ONG PLA. Cette formation a été spécialement conçue pour bénéficier aux associations de la région d'Arta, membres de l'ONG, du Forum Association Organisation non gouvernementale. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de structuration, de renforcement des capacités techniques et plaidoyer des communications et des partenariats djiboutiennes dans les thématiques sectorielles
de l'eau, l'assainissement et de la sécurité alimentaire. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'effort conjugué du consortium de l'ONG PLA Erika dans le cadre du PASOC, du ministère de l'économie et des finances. Elle a été financée par l'Union européenne. Elle a été entièrement assurée par une expertise nationale compétente. Le président du conseil régional, Almi Bouh, a félicité le consortium ONG PLA et a apporté un soutien efficace à cette initiative, démontrant ainsi l'engagement des autorités locales en faveur du développement local durable de la région. Cette formation revêtit une importance capitale pour les associations locales en leur offrant l'opportunité de renforcer leurs capacités en gouvernance associative et gestion des projets de développement local. Et comme je vous le disais, dans les efficacement leur initiative de développement local et plaidoyer de la communication, les participations ont acquis des compétences à ARTA en plaidoyer et en communication qui leur permettra de faire entendre leur voix et de sensibiliser efficacement la communauté locale aux enjeux auxquels ils sont confrontés. Les attentes étant élevées, cette formation a pleinement répondu aux besoins des associations en les apprenant à jouer un rôle actif dans le développement de la région. À la fin de l'atelier, les autorités de la région ainsi que l'ensemble des formés ont tenu à exprimer leur sincère remerciement à l'ONG PLA pour leur sérieux, leur engagement et la mise en œuvre de ce projet essentiel pour le développement local de la région d'Arta. Direction le sud du pays où l'ambassadeur du Japon à Djibouti a présidé la cérémonie d'inauguration du projet de construction des citernes enterrées à Kalamo dans la région de Dikil. Une initiative soutenue par le gouvernement japonais dans le cadre du financement aux micro-projets communautaires. Eh bien, l'ambassadeur du Japon a été chaleureusement accueilli par la préfecture de Dikil et par le préfet de Dikil, Hassan Abdiroble, en présence du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, du chef de détachement de la police de Dikil. Par la suite, la délégation s'est dirigée vers le site de la cérémonie d'inauguration où, à leur arrivée sur le site, la population locale ainsi que l'association sportive et culturelle des jeunes de Kalamo, porteurs du projet, ont réservé un accueil le plus chaleureux. Le projet de construction des citernes enterrées financé par le Japon couvre les localités d'Irble, Barkarle, Kalamo, Rodio, dans la région de Dikil. Cette initiative permettra à 87 ménages, soit environ 470 bénéficiaires, d'avoir un accès plus facile à l'eau potable, améliorant ainsi les conditions de vie de la communauté. Le gouvernement japonais s'est réjoui de sa contribution à l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région de Dikil et de renforcer les liens d'amitié entre le Japon et Djibouti. Direction le nord à présent, où une caravane médicale pluridisciplinaire conduite par les responsables du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma de l'État du Koweït et composée d'un groupe de 6 médecins de l'hôpital Ar-Rahma s'est rendue hier au centre médico-hospitalier de la ville d'Obok pour dispenser gratuitement des consultations et prodiguer des soins de santé gratuits aux patients souffrant de différentes pathologies telles que les maladies cardiaques, gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie ou encore des maladies internes. L'initiative entreprise par l'organisation humanitaire Ar-Rahma International en collaboration avec le ministère de la Santé a mobilisé des médecins de l'hôpital Ar-Rahma aux patients d'obtenir des soins de qualité gratuite. Au cours de ce convoi, des centaines d'habitants de la ville d'Obok ont bénéficié d'examens médicaux et des consultations, tandis qu'il a été décidé de transférer les cas nécessiteux à une intervention chirurgicale à l'hôpital Ar-Rahma à Djibouti. L'action s'est tenue en présence du préfet de la ville, les responsables du bureau régional de l'ONG Ar-Rahma de l'État du Koweït, ainsi que le directeur du complexe Ar-Rahma à Obok, en outre du personnel médical de l'hôpital. Nous avons accueilli donc le vendredi 13 une campagne sanitaire venant de Ar-Rahma. Cette campagne est composée de plusieurs spécialistes comme la cardiologie, l'ophtalmologie, pédiatrie, ophtalmologie et neurologie. Et je vois que toute la population a été sensibilisée. Et comme vous pouvez vous le voir aujourd'hui, donc il y a beaucoup de monde. Et vont continuer le travail jusqu'à cet après-midi. Nous remercions tout d'abord à ceux qui ont organisé donc, cette campagne, en particulier Ar-Rahma, qui n'a pas seulement offert à la population d'Obok la consultation,
mais qui va continuer après avec tous les gens qui ont besoin d'une intervention chirurgicale vont se rendre à Djibouti et pourront être donc opérés gratuitement par Ar-Rahma. Je vous dis shukran, alf marra shukran. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais, au Nigeria, des centaines de bandits tués dans des frappes aériennes. Des frappes aériennes menées mardi par l'armée nigérienne ont fait une centaine de morts parmi les éléments d'un groupe criminel armé dans le nord-ouest du Nigeria, région en proie aux violences dues aux gangs de bandits. L'armée de l'air nigérienne a officiellement confirmé vendredi avoir effectué des bombardements dans l'état de Zamfara, mais n'a pas donné des détails sur le nombre des personnes tuées. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis des années en proie aux violences des bandits qui font des incursions dans des villages isolés où ils tuent et enlèvent des habitants pour obtenir une rançon et brûlent les maisons après les avoir pillées. Les avions de combat ont mené des frappes aériennes sur les bandits. Je suis sûr que l'une des centaines tuées a été très doublée, ont été gravement blessés, a déclaré un officier militaire impliqué dans l'opération. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.